Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. En RDC, les armes reprennent le dessus dans le Nord Kivu. Des tirs ont été entendus très tôt ce matin dans le groupement de Buhumba et ses environs. Ces affrontements surviennent au lendemain d'accusations rwandaises contre l'armée congolaise. La RDC qui subit également les effets collatéraux de la guerre en Ukraine. Nous en parlons avec le professeur Deo Benguegia dans le cadre de notre série sur l'impact de cette guerre engagée par la Russie. Ici aux États-Unis, plusieurs demandeurs d'asile continueront d'attendre au Mexique. Un tribunal américain vient de prolonger une mesure sanitaire instaurée en 2020. Une décision qui déçoit évidemment les migrants. Toujours ici aux États-Unis, et si vous êtes amoureux des expositions, nous suivrons Dilly Diko à New York dans le Moleskine Détour, une exposition de carnets transformée en œuvre d'art par 75 artistes du monde entier. En République démocratique du Congo, des affrontements ont été signalés tout au long de la matinée de ce mardi 24 mai 2022 et jusque dans l'après-midi dans la localité de Kibumba, en territoire de Nyiragongo, à une trentaine de kilomètres au nord de la ville de Goma. Il mettait aux prises les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du mouvement du 23 mars. Des centaines de personnes de la zone ont fui vers Goma. Pour plus de détails, suivons le reportage de notre correspondant Zanem Neti Zaidi. Ces habitants paniqués fuient Kibumba et Buhumba, deux localités où les détonations d'armes lourdes et légères se sont fait attendre après l'attaque d'une position des forces armées de la République démocratique du Congo, située sur la colline des Nyundo, à quelques mètres de la route Goma-Rutshuru. Mugaruka et sa famille n'avaient qu'un seul choix, quitter la région et chercher refuge dans la ville de Goma. Ce que nous avons vu depuis le matin, c'est la présence d'hommes armés que nous avons vus sortir du parc national de Virunga. Après avoir entendu les affrontements entre les hommes armés et l'armée loyaliste, quand nous avons vu que nos vies étaient en danger, nous avons préféré quitter les lieux pour nous éloigner du danger. Certains habitants vivant le long de la route Goma-Rutshuru ont fermé leurs maisons et se sont dirigés vers Goma, même s'ils attendaient des détonations de loin. Cette panique a augmenté le nombre de personnes déplacées, rendant difficiles les efforts d'assistance de la protection civile du Nord Kivu. Nous sommes sûrs que les forces armées vont se démener pour rétablir la situation sécuritaire, mais telle que nous voyons la situation, il n'est pas facile et il n'est pas à croire que cette population va retourner aujourd'hui. Et donc il nous faut trouver d'abord l'endroit où ils vont loger, trouver l'eau rapidement parce que Nyiragongo, c'est un seul territoire en République démocratique du Congo qui n'a pas la cour d'eau. Et donc, si cette population reste sans l'eau, on risque de vivre une épidémie de choléra. Il convient de noter que la situation s'est améliorée en fin d'après-midi. L'administrateur policier du territoire de Nyiragongo, où les attaques ont été signalées, ayant appelé les habitants à rentrer chez eux. Zanem Neti Zaidi à Goma pour VOA Afrique. Toujours en rapport avec la République démocratique du Congo, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, pour avoir soigné depuis des années des milliers de femmes victimes de violences sexuelles dans la guerre de l'Est du pays, est à Washington, D.C., ici aux États-Unis. C'est pour la présentation du film L'Empire du silence de Thierry Michel, un film qui met en lumière les atrocités perpétrées dans les conflits armés, souvent oubliés dans l'Est de la RDC. Eddie Isango l'a interviewé suivant. Ce film, c'est un outil qui peut être utilisé par tout Congolais qui veut finalement que, en fait, la culture de l'impunité puisse se terminer en République démocratique du Congo. On n'aura pas la paix tant que les criminels seront libres et qu'ils peuvent se promener et commettre des crimes en toute liberté.
Vous avez suivi la réaction du gouvernement congolais. Un état de siège a été mis en place, ça fait même 1 an. Et aujourd'hui, le président de la République, Félix Tshisekedi, a appelé à une réflexion pour voir comment adapter ou mettre fin à cet état de siège. Il demande la contribution de tous. Quelle sera la vôtre? Moi, je pense que j'ai déjà donné ma contribution. On voit très bien que l'état de siège a échoué. Je pense que cet échec, c'est un constat tout simplement qu'il faut faire. Mais on ne peut pas continuer avec une armée sans faire un véritable vetting. Et je pense que tant qu'on aura une armée qui a été créée sur la base des mixages et des brassages, donc où on a tout simplement changé d'uniforme, mais on n'a pas changé la mentalité de certains soldats, je crois qu'on continuera à subir ce que nous sommes en train de subir. Le président s'est exprimé par rapport à ça et je crois qu'il a eu des mots très forts contre l'armée, mais je pense que ces mots ne suffisent pas. Il faut des actions. Et cette action-là, c'est l'assainissement. Il faut avoir une armée professionnelle, une armée où les gens sont éduqués à protéger et pas à se comporter contre la population qu'elle est supposée protéger. La RDC est à un an et demi des élections. Certains pensent que vous pourriez faire un bon candidat et peut-être résoudre ces problèmes. Qu'est-ce que vous dites? Je pense qu'au Congo, il y a la liberté d'expression et s'il y a des gens qui pensent, il y a aussi la liberté de la pensée. Leur pensée, leur expression les concernent. Et moi, je crois qu'ils sont libres de penser et de s'exprimer. Merci. D'armée, on en parle également au Burkina Faso avec cette nouvelle attaque où 11 civils, dont 3 supplétifs de l'armée, ont été tués dimanche dans le nord du pays par des djihadistes présumés. Ces attaques, selon le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgo, gouverneur de la région du Sahel, ont visé les villages de Tiekaledji et de Demniol dans le département de Gorgadji. Samedi, 5 soldats ont été tués et une trentaine de terroristes abattus dans le nord. Le nouvel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a renversé fin janvier le président élu Roch-Marc Christian Kaboré, accusé d'être inefficace face à la violence djihadiste, fait depuis face à une recrudescence d'attaques qui ont fait quelques 200 morts civils et militaires. À l'entame du 4e mois de la guerre en Ukraine, la Russie s'est dit bien déterminée à atteindre tous ses objectifs, intensifiant son offensive contre la dernière poche de résistance de la région de Lugansk dans l'Est. Les prochaines semaines seront difficiles, a déclaré hier soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky. On note cependant un retour progressif à la normale à Kharkiv, où le métro, qui a des mois durant servi d'abri contre les bombes, a été remis en service aujourd'hui. À Davos, où se déroule une conférence économique mondiale, Kiev appelle instamment les Occidentaux à lui livrer davantage d'armement. Et d'ailleurs, toujours à propos de l'Ukraine, le chancelier allemand Olaf Scholz insiste sur la nécessité de créer un monde multilatéral alors que la guerre en Ukraine continue d'affecter les chaînes d'approvisionnement alimentaire et énergétique en Europe et dans le monde. Suivons cette déclaration du chancelier allemand lors d'un déplacement en Afrique du Sud. Nous devons travailler sur un mode multilatéral et pour ce faire, il est nécessaire que nous coopérions et que nous comprenions qu'il y a des choses que nous avons en commun, importantes pour ce que nous faisons. L'une des choses que nous avons en commun est l'idée de démocratie. Nous sommes des États démocratiques et c'est une autre vision du monde que nous développons. Évidemment, une question qui nous préoccupe tous, c'est la guerre que la Russie a imposée à l'Ukraine. Une guerre brutale, il faut le dire comme ça. Et il est nécessaire pour la paix dans le monde que cette guerre s'arrête dès que possible et qu'il y ait une chance de défendre l'intégrité et la souveraineté de l'Ukraine.
Nous poursuivons ce soir notre série sur l'impact de la guerre en Ukraine sur le continent africain. Direction ce soir la République démocratique du Congo. Son économie se classe au 87e rang mondial en termes de produit intérieur brut. Une économie extravertie et donc qui dépend de l'extérieur, notamment des pays comme la Russie. Quel est donc l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie congolaise ? C'est l'une des questions qui ont été posées à Deo Bengueya, professeur à l'Institut de commerce de Goma. Alors qu'il y avait déjà une petite flambée de prix du carburant, mais la guerre a fait que le prix puisse augmenter davantage. Pour ce qui concerne les produits vivriers, nous avons connu aussi une flambée de prix. Imaginez tous les pays qui s'approvisionnaient en Ukraine, sachant que l'Ukraine était premier producteur du blé. Qui dit blé dit du pain, et le pain c'est l'aliment de base. Le prix des produits vivriers est en train de connaître une hausse considérable et ça ne fait que appauvrir davantage la population de la RD Congo. Les secteurs de construction. Le prix des matériaux de construction a augmenté aussi. Pourquoi? Parce que quand le carburant augmente de prix, a directement ses effets néfastes sur les autres, et la production intérieure et la production extérieure, et tout ce que nous importons dans le pays ne fait que connaître une augmentation de prix. Les secteurs touristiques, en fait, les touristes qui pouvaient venir des pays proches de l'Ukraine, ou de l'Ukraine même, ou de la Russie, ne peuvent plus venir dans notre pays. Et ça devient un manque à gagner, même pour les trésors de notre pays. Sans doute, lorsqu'il y a inflation, lorsque les prix augmentent, la production a tendance de diminuer. Et quand la production diminue, les impôts aussi vont diminuer. Et quand les impôts diminuent et les taxes, les différentes taxes, c'est les recettes du trésor qui diminuent et ça va affecter notre économie. Le gouvernement a fourni un effort pour se réunir avec les pétroliers et arriver à un prix qui soit acceptable. Malheureusement, ce prix n'est pas d'application. Par exemple, chez nous, aujourd'hui à Goma, 1 litre de carburant nous coûte 3 000 francs. Ça signifie $1,50. Alors que selon les prix fixés par le gouvernement, ça devrait être dans les 2700 francs congolais. Vous voyez? Donc, le gouvernement n'a pas fourni beaucoup d'efforts pour juguler cette situation. Et ce que nous pouvons prodiguer comme conseil au gouvernement, c'est d'arriver à subventionner certains secteurs. Et en subventionnant certains secteurs, c'est-à-dire en accordant des aides à ces secteurs, ça pourra aider pour que le prix puisse être gardé au même niveau au lieu de connaître une hausse. Et les secteurs que j'ai choisis, c'est les secteurs pétroliers. Si réellement le gouvernement pouvait subventionner les secteurs pétroliers et que nous puissions avoir une baisse du prix du pétrole, c'est-à-dire le carburant en général, ça pourra aider pour que d'autres produits aussi ne puissent pas connaître une flambée de prix. Sans doute, notre économie va connaître beaucoup plus de difficultés si on n'y prend pas garde. Parce que c'est une économie extravertie qui dépend de l'extérieur. Si on pouvait fournir un effort pour encourager, pour une politique incitative de la production intérieure, ça pourrait aider pour que
les effets de cette guerre ne puissent pas exacerber, ne puissent pas porter un coup dur à notre économie à long terme. Les migrants qui attendent au Mexique se disent déçus par la décision rendue vendredi dernier par un tribunal américain, laquelle prolonge une mesure appelée Title 42. La mesure sanitaire en vigueur depuis mars 2020 permet aux autorités américaines d'empêcher des demandeurs d'asile d'entrer aux États-Unis. Mike O'Sullivan s'est rendu à Tijuana, au Mexique. Son reportage est relaté par Jacques Aristide. L'attente continue à Tijuana. Pour ces migrants d'Amérique latine et d'Haïti, elle est interminable. Ana Morazan, venue de Honduras, raconte que son frère a disparu il y a plus de 2 ans dans l'état mexicain de Michoacán, probablement victime d'un groupe de trafiquants. Elle dit avoir reçu des menaces de mort. Accompagnée de ses enfants, elle se sent un peu plus en sécurité dans ce centre d'hébergement. Ana confie que sa maison a été détruite par 2 ouragans qui ont balayé l'un après l'autre le Honduras en novembre 2020. À Tijuana, elle attend l'ouverture de la frontière, bloquée par le Title 42, mesure mise en œuvre par la précédente administration américaine pendant la pandémie de Covid-19. Eh bien moi, mon espoir diminue chaque jour un peu plus parce que le Title 42 n'a toujours pas été révoqué. Nous ne savons pas quand ils vont le révoquer et cela fait 1 an que je suis ici. Une église pentecôtiste gère ce refuge. Et récemment, il y a eu de bonnes nouvelles. Un nombre de personnes ont obtenu une admission temporaire aux États-Unis sur une base humanitaire. Parmi elles, Yazbet Marin Mata, une jeune mère mexicaine originaire du Michoacán. J'étais dans ma maison, c'était l'année dernière. J'étais avec mon fils et personne d'autre dans une maison qui appartenait à mon grand-père. C'est là qu'ils l'ont tué. Il y a 4 ou 5 ans, des trafiquants ont tué son beau-père. L'année dernière, dit-elle, ils sont revenus armés et l'ont menacé. Cette partie de Tijuana est également en proie à la violence. À proximité, des groupes de trafiquants rivaux sont en guerre. Des fusillades ont éclaté récemment et ont duré pendant 3 jours d'affilée. Des balles sont entrées dans le centre d'hébergement. Nous voulons simplement faire les choses correctement, mais les États-Unis ne se décident pas. Le juge ne se décide pas. Le Congrès ne se décide pas. Il n'y a pas de volonté politique. Même si le Title 42 est finalement levé à la frontière, seules les personnes ayant un dossier solide pour l'asile ou l'aide humanitaire pourront entrer et demeurer sur le sol américain. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VO Afrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. Nous parlerons notamment d'exposition. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons bien sûr en direct de Washington DC. En Tunisie, des tisserands utilisant des techniques traditionnelles recyclent de vieux vêtements en tapis dans le cadre d'une coopérative. L'association Chandi espère ainsi donner aux femmes un moyen de subsistance et redonner un statut à l'artisanat dans leur pays. Yacouba Ouedraogo. Ce vieux jean aurait pu finir à la poubelle, mais pour Nadje,
il a de la valeur. Ses vêtements, elle les déchire, les sépare en une matière première qu'elle peut utiliser pour tisser un tapis. Nadjé dit avoir appris la fabrication de tapis de sa mère, mais qu'elle a adapté le métier. Elle transforme désormais des vêtements d'occasion en tapis écologiques pour gagner sa vie. Je suis assise ici, travaillant à la maison, je suis libre, je peux travailler comme je veux. Je n'ai pas besoin de sortir pour quoi que ce soit, je peux cuisiner et travailler en paix. La raison du bonheur de Nadjé, c'est son neveu qui a eu l'idée en 2014 de lui commander des tapis sur mesure pour les offrir à ses amis. Ce fut un tel succès que cela s'est transformé en un projet plus vaste. Il permet aujourd'hui à 12 tisserands de gagner leur vie à Nefta, ville oasis à 500 km de Tunis. Moi, j'ai commencé au début à un titre un peu personnel à Nafta avec Najet, où on a vu qu'il y avait une artisane, comme dans plein d'endroits en Tunisie, des femmes, des mères au foyer qui ont un savoir-faire, mais qui sont incapables d'en vivre parce qu'elles n'ont pas accès au marché, elles ne peuvent pas se déplacer, elles n'ont pas une connaissance des clients, elles n'ont pas une connaissance des goûts du marché. Donc j'avais commencé un peu par... 8 ans plus tard, cet artisanat éco-responsable est désormais au cœur d'un projet qui s'est propagé à travers le pays. L'association Chanty achète à l'avance les tapis des tisserands et leur trouve des acheteurs, ne commandant pas plus de 4 tapis par mois à chaque femme afin que la charge de travail reste gérable. Pour s'assurer qu'aucun membre de la famille n'intercepte les revenus d'une tisserande, le paiement est effectué directement sur un compte bancaire à son nom. L'association s'approvisionne aussi en vêtements d'occasion pour en faire des pelotes de laine prêtes à être tissées. La réputation des artisanes s'est améliorée dans la société. Elles défendent leurs droits, elles se sont forgées leur propre personnalité, elles se sont battues pour cela. Et beaucoup de choses ont changé chez elles. La société commence à les voir différemment. Les femmes reçoivent également de l'aide de designers pour améliorer leurs compétences afin de rendre leurs produits plus commercialisables. Leurs tapis à la mode sont vendus à des Tunisiens soucieux du design ou expédiés à l'étranger. Pour l'instant, les ventes ne couvrent pas les dépenses. Mais Chanty reçoit le soutien d'organisations à but non lucratif telles que Oxfam. Des beaux tapis qui feront sans doute l'objet d'une exposition un jour, comme à New York, où s'est tenu le Moleskine Détour, une exposition de carnets transformée en œuvre d'art par 75 artistes du monde entier. L'objectif de cette exposition est de soutenir le changement social par la créativité. De nombreux journaux renferment des messages engagés et des récits personnels. La présentation de la collection a eu lieu au One World Trade Observatory, au sommet de la tour la plus haute de New York. Dili Diko s'y est rendu. Découvrons. L'exposition Moleskine Détour revient à New York après 15 ans d'absence. Depuis 2007, la collection de carnets s'est enrichie avec de nouvelles pièces et le retour à la normale post-Covid a poussé les organisateurs à rendre ces petites œuvres d'art disponibles pour le grand public. Avant d'arriver à New York en mai, l'exposition de journaux personnels était à Shanghai en novembre, puis Paris en février. Pour Daniela Riccardi, la présidente de Moleskine, la beauté de cette collection réside dans le fait qu'elle représente parfaitement la mission de l'organisation, à savoir libérer le génie humain et la créativité à travers un acte simple qui consiste à fixer une idée sur un support en papier. Je pense que chacun d'entre nous fait de son carnet Moleskine, son journal, une partie de son histoire, une partie de sa vie. Et je crois, vous savez, que pour les artistes, bien sûr, beaucoup de leurs projets que vous pouvez voir sont inspirés par leur propre mission ou leur propre passion pour quelque chose. Mais nous avons tous des passions et des inspirations dans la vie, que vous soyez médecin, avocat ou commerçant. Elle ajoute que l'inclusivité est au cœur de l'exposition, puisque gribouiller est un acte universel que la fondation Moleskine met en avant. Alors, qu'est-ce qu'une Moleskine ? C'est une toile en coton revêtue d'un enduit imitant le cuir qui s'apparente au pelage d'une taupe, un petit mammifère vivant sous terre.
La couverture de ces petits carnets, appréciés par les écrivains, essayistes et artistes depuis 2 siècles, est donc faite en toile de Moleskine, et ce mot, quelque peu atypique, n'a pas de prononciation officielle. Chacun peut donc le dire comme il le souhaite. Hu Ning, un artiste et activiste chinois, nous parle de son carnet et du message qu'il renferme. J'ai été inspiré par le livre « How to Create Your Own Country », comment créer votre propre pays. Mais en Chine, il est impossible d'utiliser cette idée, vous savez, à cause de la sensibilité politique. Mais on a essayé de mettre en pratique cette idée à petite échelle dans une communauté restreinte, pouvant essayer d'utiliser certaines de ces idées, par exemple celles liées à l'anarchie, à la pensée anarchique. Parmi les plus de 70 artistes représentés lors de l'exposition, plusieurs Africains comme le Burkinabé Francis Kéré, premier Africain à remporter le prestigieux prix d'architecture Pritzker, mais aussi des artistes du Gabon, du Sénégal, du Kenya et 2 femmes ougandaises dont Leila Barbirié, une sculptrice travaillant sur les thèmes de l'identité et des droits humains. Elle nous raconte l'histoire derrière son carnet. Ce journal en particulier a été une période émouvante de ma vie et le projet de loi anti-homosexualité avait été adopté en 2019 en Ouganda. Il y avait donc beaucoup de choses qui se passaient autour de la communauté LGBTQ et avant en tant que personne tout simplement et maintenant avec le regard d'une activiste à part entière ayant même eu des problèmes avec ma famille. J'ai dans ce carnet noté beaucoup de choses personnelles, des expériences que j'ai vécues à ce moment-là. La frustration de Leila Barbirié est visible sur son journal. À l'époque, l'artiste brûlait presque toutes ses œuvres. Aujourd'hui, tenir un journal est une habitude qui revient fortement à la mode, que ce soit pour noter des moments clés de la journée, marquer des rendez-vous, faire des listes ou simplement noter des idées. De plus en plus de jeunes s'y adonnent. L'exposition célèbre le fait qu'une page blanche, lorsqu'elle est utilisée pour écrire ou dessiner, peut se transformer en un lieu d'introspection et de créativité. Dili Diko, VOA Afrique, New York. Merci Dili. Et ces images pour clore ce journal, celle du nouveau visage du palais de Buckingham, où l'arbre des arbres est désormais installé pour le jubilé. Les dernières branches de cette sculpture de 21 mètres sont hissées devant le palais de Buckingham avant les célébrations du jubilé de platine, marquant les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II. La reine, qui a été acclamée dimanche soir lors de son apparition pendant un spectacle équestre à Windsor, premier événement d'ampleur de son jubilé de platine, célébrant, on l'a dit, ses 70 ans de règne. Passionnée de chevaux, la reine de 96 ans est apparue souriante, se déplaçant avec une canne sur tapis rouge pour assister à ce spectacle rassemblant 500 chevaux et 1300 artistes. Ces derniers mois ont été marqués par la chronique des annulations et de sa présence aux grands événements publics. Le Monde d'aujourd'hui, et c'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée.